Je ne sais pas, je ne vais pas prendre de micro, vous entendez bien? Bon, alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un ancien résistant. Hein. J'avais 2 ans à la libération en 1945, donc à la victoire, donc je n'ai pas résisté beaucoup. Par contre, de par ma formation, j'étais prof d'histoire et puis ensuite chef d'établissement, proviseur de lycée, de par ma formation et le fait que pendant 20 ans, j'ai accompagné Alain Bonivitte, dont je vais vous parler, hein, j'ai une vision un petit peu profonde maintenant de la résistance dans le Finistère et surtout de ce qu'a été un grand résistant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter cette vie d'Alain Bonivitte. Alain Bonivitte qui avait un lien très fort avec votre établissement. Il y a quelques semaines, hein, on s'était retrouvés dans le hall de votre lycée, là, pour déposer le drapeau des combattants volontaires de la résistance d'Alain Bonivitte, puisque c'était l'une de ses dernières volontés. Il souhaitait que ce drapeau soit confié à un établissement scolaire de manière à perpétuer donc le souvenir de ces combats et le souvenir de cette période sombre de l'histoire. Donc vous voyez qu'il y avait un lien et en plus ça a été évoqué tout à l'heure au cours des années où j'ai présidé pendant 15 ans le concours de la résistance, le comité du prix, j'ai pu constater donc la place que vos aînés, ceux qui étaient avant vous, et vous maintenant, donc consacrés à la préparation de ce concours, et on les retrouvait très souvent dans les palmarès. Hein. Donc voilà pourquoi donc je suis devant vous, on en a parlé ensemble, et pourquoi je vais donc évoquer maintenant cette personne, donc Alain Bonivitte, un grand résistant. Alors, j'ai commencé très simplement hein, en vous montrant sur ce panneau-là les lieux qu'il évoquait toujours dès ses interventions dans les établissements. Alain Bonivitte disait toujours « Je suis de Pleven ». Alors, quand il disait ça à Quimper, ça marchait bien. Quand il le disait à Brest, il fallait quand même donner une explication supplémentaire, parce que pour Brest, Pleven, c'est... Alors, on disait toujours Pleven, c'est entre Quimper et Bénodet. Voilà. Mais voilà, donc Alain Bonivitte est originaire de cette région. Il y est né, il y a vécu, il y est mort. Hein. Et là, c'était tout simplement, j'ai voulu vous rappeler ce qu'était à l'époque un village breton parmi tant d'autres. Un bourg autour de son église, et puis quelques maisons isolées dans la campagne. Là, c'est un coin qui existe toujours, d'ailleurs, qu'on appelle à Pleven le Moulin du Pont. Donc, voilà l'horizon dans lequel un jeune garçon de 14 ans, là il a peut-être 15 sur la photo, un jeune garçon de 14 ans travaille, il va à l'école, au collège, et puis en même temps, il donne un bon coup de main, un sérieux coup de main, comme il disait à ses parents. Ses parents, ils tiennent une épicerie, café, jeux de boules, salle de spectacle, enfin de bal à l'époque, enfin bref, ces commerces bretons que l'on retrouvait souvent dans les bourgs. Son père est un ancien combattant de 14-18, il a été grièvement blessé en 14-18. Alain est débrouillard, et à l'époque on était débrouillard très jeunes, il n'avait pas son portable. Alain est débrouillard, il connaît la campagne, il connaît tous les recoins, parce que son père l'envoie souvent dans les fermes. Son père fait également le commerce de semences de grains, semences de blé, etc. Et Alain va donc apporter les semences, ou alors il va aussi chercher des commandes. Donc il connaît vraiment tout le secteur. Et vous allez voir que ça a été important pour la suite des événements. Il est partout, il est débrouillard. Et en plus, il a un rêve en lui. Il a un rêve en lui. Ce rêve est un peu flou ici parce que c'est la seule photo que j'ai trouvée. Il va de temps en temps voir l'aérodrome de Plugufan, à l'époque. Donc c'est une photo d'époque. Et il assiste au départ des avions, des quelques avions. Il lit dans la presse des écrits sur Mermoz. Donc il y a cette vision de l'aéronautique qui le traverse très jeune. Et brutalement, ce jeune garçon se retrouve dans un tourbillon terrible, les événements qui s'accélèrent à une cadence que personne n'aurait imaginée.
3 septembre 1939, la France entre en guerre. Vous savez que la France était dans un jeu d'alliance. Je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, vous avez des professeurs qui le font aussi bien et même mieux. La France est dans un jeu d'alliance. Et puis, pendant des années, on a attendu la bienveillance d'Hitler. On s'est dit, oh ben non, il va être gentil maintenant. On lui a donné les Sudètes, ça va aller. On lui donne la Tchécoslovaquie, ça va aller. Il a repris l'Autriche, ça va aller. Il n'y aura plus rien. Et puis, en septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Et alors là, on se dit, c'est pas possible. Les Anglais, les Français, les Alliés déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais entre septembre 1939 et mai 1940, il se passe pratiquement rien. De part et d'autre de la frontière, on s'observe. Il y a quelques escarmouches, de temps en temps, quelques blessés, quelques morts. Mais globalement, on a appelé cette période la drôle de guerre. On est en guerre, mais on ne se bat pas. On est tranquille, on a la ligne Maginot. Les Allemands en face ont la ligne Siegfried. Et on se dit, avec ça, ils ne passeront pas. Et puis, brutalement, en mai 1940, les choses s'accélèrent. À partir de la Belgique, ici, les armées allemandes, en quelques jours, renversent l'armée française. C'est la débâcle. Les populations civiles fuient sur les routes, les militaires eux-mêmes perdent des contacts avec leurs unités, avec leur état-major, les moyens de communication sont anéantis, l'aviation allemande frappe de toutes parts, etc. C'est la débâcle. Et face à cette débâcle, la solution qui s'impose politiquement, c'est un homme qui symbolise en 40 la guerre de 14-18 et la victoire, c'est Pétain. Donc le maréchal Pétain devient chef de l'État, enfin pas chef de l'État encore, mais il devient chef du gouvernement. Et on se dit, puisqu'il est chef du gouvernement, il n'y a pas de problème, lui, le vainqueur de Verdun, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et le 22 juin 1940, eh bien, le maréchal Pétain, et en fait la situation oblige cette décision, et le gouvernement demande l'armistice. C'est terminé. Hitler vient à Retonde, près de Compiègne. Il fait signer la défaite française dans le même wagon où avait été signée la défaite allemande en 1918. On le voit même sortir du wagon dansant, dans une folie un peu exagérée. C'est terminé. C'est terminé. Les Allemands sont arrivés partout, très vite, vous voyez. Regardez Quimper, le 20 juin 1940, la place Saint-Corentin. C'est la débâcle, c'est la chute, c'est la défaite. Au même moment, je vous le rappelle simplement parce que vous avez dû travailler là-dessus, au même moment, un certain nombre de personnes refusent cette évidence, dont en particulier le général de Gaulle, qui de Londres donc lance l'appel du 10 juin où il explique que la guerre n'est pas terminée, que certes la France a été battue par des moyens mécaniques, l'aviation, les chars, etc., mais qu'il reste l'Empire français, c'est-à-dire tous nos territoires, en Afrique, en Océanie, aux Antilles, etc. Il reste l'Empire français et la lutte doit continuer. Et en même temps, très vite, le général de Gaulle, il a une vision beaucoup plus vaste. Il explique que cette guerre, finalement, elle sera un jour mondiale. Pour le moment, dit-il, les soviétiques, l'URSS, donc, est allié avec les Allemands, mais ça ne durera pas, donc les Allemands attaqueront l'URSS. Les Américains ne bougent pas, mais ils seront obligés de rentrer en guerre parce que les Japonais rentreront en guerre, etc., etc. Et donc, à partir de là, la conception qui se fait à Londres et dans les premiers mouvements de résistance en France, c'est que cette guerre est devenue une guerre mondiale. Alors, il y a une date importante ici, c'est le 28 juin 1940. Le 28 juin 1940, le gouvernement anglais, le gouvernement de Winston Churchill, reconnaît
la France libre. C'est-à-dire qu'à partir du 28 juin 1940, il y a deux France. Il y a d'une part, ici sur le territoire français, une France qui collabore avec les Allemands, on va le voir dans un instant, et puis il y a une France dite libre qui ouvre la voie de la résistance à Londres. Alors cette reconnaissance par le gouvernement anglais, c'est évidemment quelque chose de très important, puisque à partir de là, la France libre devient un partenaire politique, partenaire militaire, etc. Alors ici, j'ai voulu insister sur l'occupation et la collaboration. La photo qu'on voit là, elle est très connue, hein, c'est l'entrée solennelle des troupes allemandes dans Paris. Et celle-ci, elle est connue également, mais elle va déterminer finalement beaucoup de choses. C'est l'entrevue de Montoire. Hitler est parti en Espagne, voir le général Franco, rencontrer le général Franco. Et sur la route du retour, à Montoire, en gare de Montoire, le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, rencontre Hitler et lui serre la main. Cette rencontre a tout déterminé. Alain Bodivitte nous disait que dans le café de ses parents, il y avait bien en évidence, et en plus c'était obligatoire, le portrait du maréchal. Et ce soir-là, le portrait a été jeté par terre. Ce soir-là, dans son café, à Pleven, mais comme partout, à la vision de cette photo, les gens se sont rendus compte que finalement, il n'y avait plus rien à espérer. On pensait que, mais non, c'était la collaboration. Et on peut dire que ça a été l'un des éléments importants dans la naissance de la résistance. Alors à Quimper, à Quimper, pendant cette période, c'est l'occupation. Je vous ai là présenté 3 photos. Une occupation militaire, bien sûr. Voilà des photos ici au Liquès. Hein. Voici ici un bataillon qui descend de Kerfeunteun vers le Liquès. Voici aussi ici une photo plus douce, hein, des musiciens de l'armée allemande qui sont devant le café de l'Épée sur les quais, là, qui font un concert. Bref, on vit à l'heure allemande. Alors cette heure allemande, elle est symbolisée un peu par ces 2 photos. D'une part, vous avez cette photo où c'est le sénateur Tanguy, hein, le sénateur Tanguy en habit traditionnel, comme c'était au fond la tenue de sortie à l'époque. Le sénateur donc se tient fièrement devant un officier allemand. C'est une photo qui est également connue. Et puis vous avez une autre photo, c'est une sortie de la messe du côté du Guilvinec. Les soldats allemands étaient très friands quand ils étaient en permission de photographie. Et là vous voyez ces femmes, ces bretonnes, hein, qui se cachent les yeux pour ne pas être photographiées par l'occupant. Deuxième bouleversement, tout à l'heure on a parlé de la trahison quelque part de Montoire. Le deuxième bouleversement, vous en avez parlé également, c'est le STO, le service du travail obligatoire. Hein, on demande donc, le gouvernement de Vichy, puisque le gouvernement s'est installé à Vichy, on demande donc aux jeunes gens, aux jeunes hommes, de partir travailler en Allemagne. On leur offre une propagande, des affiches très alléchantes pour la relève, c'est-à-dire que si vous allez travailler en Allemagne, à votre place, on va faire revenir en France un prisonnier français, puisque les Allemands ont fait des millions, enfin des centaines de milliers de prisonniers qui sont dans les camps de prisonniers en Allemagne. Donc la relève, hein, partez travailler en Allemagne et vous libérerez ainsi un prisonnier. La famille, parce que si vous allez en Allemagne pour votre famille, vous allez être payé, vous allez avoir des indemnités, etc., que vous allez pouvoir transférer pour vos parents, etc. Donc, c'est le discours qui est tenu, on va être dans une Europe à l'heure allemande. Effectivement, là, on est dans les années 42. En 42, l'Europe est à l'heure allemande. Hein. Les Allemands
occupent la France, la Belgique, le Luxembourg, etc. La Russie, ils sont rentrés en Russie également, ils vont vers la Grèce, etc. Donc l'Europe est entièrement à l'heure allemande, et donc on dit pour la France, c'est-à-dire que si vous allez travailler en Allemagne, si vous vous associez à cette grande œuvre économique en particulier, eh bien vous renforcerez la place de la France dans l'Europe. Et alors sous-entendu, on le dit aussi dans les messages, il y aura moins de sanctions pour la France si ces garçons acceptent d'aller travailler en Allemagne. Donc c'est à l'affaire du STO. Tout le monde doit partir, et vous savez que sur Quimper, donc ça a été un des grands actes de résistance dont on a parlé tout à l'heure. Une équipe de résistants, malheureusement ils sont disparus maintenant, une équipe de résistants donc qui a brûlé tous les papiers du STO avec toutes les listes de personnes qui devaient partir au STO. Alors le STO, ça a été un moment très important, je parlais tout à l'heure de Montoire, parce qu'à partir du STO, beaucoup de jeunes se disent bon, on ne veut pas y aller, donc on ne peut pas rester là, puisqu'on est repéré, donc on va dans la clandestinité. Et ça a été le moment donc où les maquis, les premiers maquis, se sont développés avec ceux qu'on a appelés donc les réfractaires au STO. Alors, Alain Badievite avait l'habitude de dire que la France était, pendant ce temps-là, donc la France et la Bretagne, pillée. Effectivement, c'est un pillage continuel. Là, j'ai pris 2-3 exemples. Bon, vous avez un exemple là, de réquisition d'avoine pour l'armée allemande. Mais c'était la réquisition de blé, c'était la réquisition de pommes de terre, c'était la réquisition des métaux, enfin, etc. Il y a eu un véritable pillage économique, et tous ces produits donc partaient vers l'Allemagne. Là, ici, ça nous montre comment il y avait également un pillage au niveau des interdictions, des contrôles. Ici, c'est un bateau de pêche du côté de Bénodet, justement, qui est arraisonné par une vedette allemande. Et puis, il y a eu surtout, peut-être pire encore, les gens l'ont vu, ça, cette espèce de pillage, comment dirais-je, festif. Vous avez ici, des côtés de Fouesnant, donc des soldats allemands qui sont en train de goûter les spécialités locales. Un pillage festif qui était lié au fait que les Allemands, compte tenu des problèmes de monnaie et tout ça, ils avaient une vie très large, les occupants. Ils avaient une vie très large en Bretagne, en France d'ailleurs, et ils pouvaient dépenser, etc. Et qu'à partir de là, on a vu aussi certains éléments de la population collaborer, non pas pour des raisons patriotiques, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons financières, dans le sens de dire, puisqu'ils payent bien, pourquoi pas les accepter. Donc ça a été une période très très dure, et puis en même temps, on le voit d'ailleurs dans certains films. Je pense à un film que vous avez peut-être vu, enfin qui date maintenant, mais La Traversée de Paris. En même temps, comment dirais-je, les populations locales étaient soumises à des difficultés terribles. Alain Badievite disait, quand il venait jouer, il venait faire de l'athlétisme à Quimper pendant ses premières années avant qu'il rentre en résistance, et il disait, j'étais un homme heureux parce que j'étais à la campagne, parce qu'à la campagne, il y avait des légumes, il y avait des œufs, des poules, enfin, etc. Mais quand je voyais mes camarades de Quimper, qui étaient en pleine ville, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, ou alors il fallait rentrer dans le système du marché noir, c'est-à-dire payer très cher des produits. Enfin, donc une période très, très difficile. Et alors, à partir du STO, là je vous ai mis un certain nombre de documents, à partir du STO, les populations s'écartent, là, presque définitivement, là, de Vichy. C'est-à-dire qu'on ne croit plus le discours de Vichy. Alors là, je vous ai mis des affiches de propagande de l'époque. Bon, alors le portrait du maréchal qu'on retrouve partout, un calendrier, par exemple, le calendrier de 1943 des postes, le maréchal s'adressant à la jeunesse. Alors dans toutes les écoles, vous avez cours? Ah oui, c'est important, il n'y a pas de rationnement là.
Le maréchal s'adressant à la jeunesse, dans toutes les écoles, il y avait le portrait dans la classe du maréchal, on chantait « Maréchal, nous voilà », les bons points, c'était la photo du maréchal, etc., etc. Les témoignages de satisfaction à la fin du trimestre, c'était le portrait du maréchal. Donc tout ça, toute cette propagande, elle est complètement faussée parce que les gens se rendent compte de la réalité quand ils voient le pillage, quand ils voient les jeunes partir, etc. Et là, c'était une tentative aussi de récupération des cultivateurs, enfin, on disait les paysans à l'époque, le maréchal faisant appel sans arrêt aux paysans en disant « les paysans ne mentent pas », etc. Mais toute cette propagande, elle commence à être complètement désuète à l'époque, parce qu'on sent bien que on est rentré dans un système de, même pas de coopération, de collaboration au sens le plus terrible du terme, quoi. Alors, c'est à ce moment-là que Alain Baudivitte rentre en résistance. Alors, je vous ai volontairement donc fait apparaître le portrait du frère Salin, qui était le directeur du LICES à l'époque, et qui a été un grand résistant. On va fêter cette année, donc, enfin, vous fêtez, honorer, commémorer plutôt le 80e anniversaire de sa mort en camp de concentration. Le frère Salin était membre du réseau Vengeance. Normalement, c'était Turma Vengeance. Et ce réseau, donc, avait commencé dès les années 41-42 à s'impliquer sur le territoire, en particulier dans le Finistère Sud. Et un beau jour, après un match de football, un ancien sous-officier de la marine, Second-maître Kéméré, demande à rencontrer Alain Baudivitte. Alain Baudivitte jouait au football, c'était ce jeune débrouillard dont je vous ai parlé, et il lui dit, compte tenu de tout ce qu'on sait sur toi, de tout ce que tu fais, etc., on souhaiterait t'avoir parmi nous. Et donc il a 17 ans, Alain Baudivitte, et il rentre en résistance. Alors il rentre en résistance et il le dit lui-même, enfin il le disait lui-même quand il s'adressait aux jeunes, là, il dit pour nous on ne mesurait pas les risques, c'était un honneur, c'était un enthousiasme de jeunesse, etc. Voilà, on rentre en résistance. Mais on lui précise bien, quand il rentre en résistance, qu'il fera partie d'un groupe de 10 personnes, que dans ce groupe, ils ne devront avoir aucun lien avec d'autres groupes, et que s'ils risquent de mettre en péril la vie de leurs camarades, en parlant trop, par exemple, ou autre, eh bien, ils seront immédiatement exécutés sur le champ pour ne pas compromettre le réseau. Parce que vous savez que pendant cette guerre-là, cette résistance, beaucoup de gens se sont retrouvés arrêtés, fusillés, déportés, etc., uniquement sur des dénonciations ou des gens qui ont trop parlé. Il était fréquent d'avoir quelquefois un jeune résistant, comme je vous l'évoque, là, de 17-18 ans, qui buvait peut-être un verre de cidre de trop ou deux, et puis qui commençait à discuter dans un bistrot. On les aura, et puis on va en trouver du matériel, Il suffisait d'une oreille à l'écoute, et puis c'était la dénonciation. Et comme expliquait Alain Baudivitte, la dénonciation, dès le moment où il y avait dénonciation à la commandanture, à Quimper, immédiatement il y avait une enquête. Une enquête, c'est-à-dire qu'une voiture noire avec des gens en manteau de cuir, vous avez vu ça dans les films peut-être, allait sur place et puis interrogeait. Alors, Alain Baudivitte, son père s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'il y avait quelque chose, parce qu'il n'avait pas le droit de dire à ses parents qu'il était résistant. Et Alain Baudivitte, son père lui avait dit, voilà, une fois qu'il a avoué à son père, parce qu'il partait tard le soir, etc., Alain Baudivitte, son père lui a dit, tu sais, bon, c'est bien, maintenant que je sais, mais je devinais, alors si t'as des problèmes, si on te recherche, je dirais à la Gestapo ou à la police, je leur dirais que t'es un bon à rien et que je t'ai mis à la porte. Comme ça,
Et Alain disait toujours, lorsqu'il intervenait devant vous ou devant vos camarades d'autres lycées, Alain disait toujours, pof, la méthode était la suivante. Ah bon, monsieur Bodivit, votre fils, vous vous entendez pas avec lui? Non. Ben, écoutez, il a 2 sœurs. On amène les 2 sœurs à Quimper. Et puis, faites dire à votre fils, essayez de le joindre pour lui dire qu'on les libérera s'il se présente. Voilà la méthode. Donc, c'est dans ce contexte qu'il se retrouve à résister. Alors, voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai insisté de ce garçon débrouillard, connaissant les moindres recoins de terre ou de rivage. Ben, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait sans doute sa maturité, son tempérament, mais il y avait aussi cette connaissance du terrain. Une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé donc à résister. Alors, quel était le rôle de cette résistance? Alors, quand on parle de la résistance, on a parfois tendance à imaginer que ce sont des faits d'armes spectaculaires, des héros, ayant le côté un peu cow-boy. Il y a eu quelques cas, mais la résistance, ce sont aussi souvent des gestes très simples. Par exemple, ici, dans cette zone côtière qui est en rouge et qui était la zone interdite, il y avait des tas de choses à voir. Par exemple, à Bénodet, il y avait une station de réparation des vedettes allemandes. Donc il fallait des gens capables de donner des renseignements sans être suspectés. Alors Alain Bodivit, par exemple, il nous en a eu montré, il allait avec un petit calque sur une carte Michelin, vous savez, il y avait déjà des cartes Michelin, il calquait un secteur, crayon, papier transparent, et en allant à la limite ici, par exemple, ou là, du vert, parce que le vert c'était la deuxième zone où on avait le droit de circuler, mais avec des Ausweis, des visas donc. Et il en avait puisqu'il allait vendre ses graines pour son père. Et donc, ici, par exemple, dans cette zone-là, il réussissait à avoir des renseignements sur telle chose. Il indiquait tout ça sur sa carte, ce petit papier, et puis ces petits papiers, il partait à Londres. Il y a eu des milliers d'initiatives de ce genre-là, des choses très simples. Des choses très simples. Mais ajoutées bout à bout, ça permettait, par exemple, à la résistance française et à la France libre d'avoir une vision complète de l'organisation allemande du rivage du littoral finistérien. Pour vous donner un exemple, lors du débarquement de Normandie, pour vous montrer le même genre de geste, lors du débarquement de Normandie, il fallait étudier la qualité du sable des plages pour ne pas envoyer, par exemple, des blindés n'importe où. Et pendant des mois et des mois, il y a des formes de résistance qui ont consisté à collecter des bouts de gravillon, des bouts de sable, des trucs. Alors c'était souvent une femme et son mari et des enfants qui se promenaient sur la plage, puis hop, on prenait un petit peu, etc. Et tous ces échantillons étaient envoyés en Angleterre et ont permis de reconstituer avant le débarquement la géologie, la nature du terrain, des plages entières. Vous voyez, des petits gestes de résistance, mais qui ont constitué la résistance. Alors là, bon, je vous ai rappelé, parce que c'est important, alors vous avez vu les certificats ici de circulation, mais je vous ai rappelé, tiens, il ne marche plus celui-ci, j'en ai un autre. Ici. Alors, il est là. Plus, je l'ai mis là. Je l'avais tout à l'heure. Ah ben, bien sûr qu'il y avait aussi des opérations de sabotage. Alain Bodivit a participé à ces actions, comme les résistants de l'époque. Alors, il y avait certaines actions qui étaient assez spectaculaires. Je vous ai rappelé là ce déraillement quelque part dans le Finistère Sud. Je n'ai pas le lieu exact, mais c'est une photo qui est connue. Il y avait les pylônes électriques. Il y avait les transmissions téléphoniques.
très souvent, il nous racontait ça. Il nous disait comment ils arrivaient à détourner les lignes de transmission allemandes, hein, et les lignes téléphoniques. Et il fallait donc les couper sans montrer qu'elles étaient coupées, mais pour que le temps pour les réparer soit le plus long possible. Hein, donc il y avait toutes sortes de techniques. Voilà, c'était ça aussi. C'était pas forcément des grands sabotages spectaculaires, mais toutes ces actions-là, si vous voulez, se sont ajoutées. Alors, j'ai volontairement ici repris cette photo qui est très connue aussi. Elle est très connue parce que quand on parle de la résistance, on a l'impression que les résistants, ils sont venus là, ils étaient là, et qu'immédiatement, ils avaient des armes, du matériel, etc. Eh bien, sur cette photo, vous avez un résistant qui est en train d'expliquer à un groupe de maquisards, enfin de ses camarades, qui est en train de leur expliquer le maniement et le démontage d'une mitraillette, la fameuse mitraillette Sten, qu'on voit là-haut, là. Sten. Mais en réalité, il y en avait très peu. Alain Bodivit, je fais référence à ses témoignages, Alain Bodivit nous disait que de temps à autre, son groupe, donc ils étaient 10, son groupe avait le droit d'utiliser la valise. Alors la valise, c'était une petite valisette, comme ça, là, où il y avait 2 grenades, dégoupillées, bien sûr, enfin dégoupillées, qui étaient neutralisées. Il y avait 2 grenades et une mitraillette Sten. Et donc, ce matériel arrivait, ils avaient, mettons, 8 jours, 10 jours, ce matériel à leur disposition. Donc, ils apprenaient à démonter, à remonter, etc. Les grenades, comment les dégoupiller, comment... Et puis la valise repartait. Parce qu'il n'y avait pas d'armes au départ. Ce n'est que progressivement, et en particulier au moment de la libération, quand il y a eu les gros parachutages, ce n'est que progressivement que la résistance a été armée. Hein. Donc, surtout dans notre région. Hein. Donc, c'était important de montrer ça aussi et ne pas imaginer des gens qui se battent, etc. Les armes étaient très, très limitées. Il est à la tête, il s'occupe, hein, il est dans un groupe de 10. La fin de la guerre approche. Ce groupe de 10 va former au moment de la libération un ensemble avec leurs camarades de toutes les communes voisines, hein, et ça devient la 7e compagnie de Quimper. Donc c'est cette compagnie que vous avez là, hein, qui va participer à la libération de Quimper. Oui. Quimper a été la première ville française libérée par la résistance. Alain Bodivit, donc, est maintenant rentré dans l'armée régulière, ce qu'on appelle les forces françaises de l'intérieur, les FFI. J'essaye d'aller assez vite pour schématiser. Alors, une fois incorporé dans cette 7e compagnie et dans les forces françaises de l'intérieur, il participe à de nombreux combats dans le Finistère. Hein, il y a des combats donc autour de l'Esven, des combats très importants que j'ai rappelés là. Il y a ensuite les combats de Crozon, parce que les Allemands avaient essayé d'organiser sur Crozon une poche de défense, hein, qu'ils n'ont pas pu vraiment mettre en place, mais il a fallu intervenir, et les résistants, enfin devenus FFI, se sont énormément battus dans la zone bleue que vous avez là-bas. Et en même temps, l'armée américaine et anglaise a bombardé, mais ils se sont trompés de cible, et ils ont en partie détruit la petite ville de Telgruc. Ça a été une période très très difficile. Donc Alain Bodivit est présent dans tous ces combats. Il y acquiert ses premières citations militaires. Hein. Il a été plusieurs fois cité à l'ordre de l'armée au cours de sa vie, mais ses premières citations, il les obtient à 18 ans, 19 ans, hein, et au cours de combats très très meurtriers. Hein. Ensuite, la guerre se termine et je reviens à son rêve de départ,
Alain part en Angleterre, il est incorporé, vous avez une photo qui est un peu floue là, mais qui rappelle cette époque. Hein. Il est incorporé dans l'armée française, mais formé en Angleterre, ce qui fait qu'il a là en partie l'uniforme anglais, puisque la France se redresse difficilement, nos aérodromes, etc. ont été bombardés. Donc les Anglais vont continuer pendant 2 ans à former les aviateurs ou les mécaniciens. Et Alain Bedivit retrouve son rêve de jeunesse. Hein. Il part donc en Angleterre, il est incorporé, il suit des cours. Hein. Là, vous avez une école de formation de mécaniciens, et puis il est breveté mécanicien. Donc vous voyez le retour à ce rêve, à cet espoir qu'il avait dans les années 40. Ensuite, il va pendant plusieurs années servir en Indochine. Vous avez entendu parler de la guerre d'Indochine. Alain Bedivit est mécanicien. Il est énormément en première ligne puisque son avion sera le dernier à essayer de se poser sur le camp retranché de Dien Bien Phu. Et vous avez là une vue du camp d'ailleurs. Hein. Et à la fin, il m'expliquait qu'ils étaient revenus une fois de mission et l'avion était percé de balles de partout et ils n'ont jamais compris comment aucune balle n'a touché l'équipage. Il participe donc à ces missions et alors à partir de là, il va garder un souvenir mais terrible, profond, et une amitié avec les parachutistes, parce qu'il était parmi les avions, il faisait partie des avions qui larguaient des parachutistes au-dessus du camp retranché de Dien Bien Phu. Et tous les ans, donc, Alain Bedivit était invité aux cérémonies et puis aux manifestations de mémoire des parachutistes du Finistère, et pour lui, c'était un moment vraiment émouvant. Quand il l'arrête, quand l'Indochine, la guerre se termine en Indochine, et il part à ce moment-là, il rentre, et à ce moment-là, il est toujours dans l'aviation, mais il va dorénavant s'occuper des essais en vol. Il va s'occuper des essais en vol pour les avions, aussi bien sur la base de Cazaux, dans les Landes, que près de Paris. Hein. Et il va garder un souvenir ému, là aussi, d'un avion dont il parlait tout le temps, hein, dont la maquette était chez lui dans sa salle à manger, le Breguet 2 Pont. Le Breguet 2 Pont, qui était un gros avion de transport, d'abord un avion civil, et ensuite cet avion a été adapté pour l'armée. Hein. Donc lui était chargé de suivre ses essais. Hein, vous voyez que cet avion pouvait par exemple transporter un char. Donc ça a été son jouet, tout le temps il parlait du Breguet 2 Pont. Et lorsque la retraite arrive, parce qu'il est né quand même en 25, donc vous imaginez qu'arrivé à un certain moment, il fallait quitter l'aviation. Lorsque la retraite arrive, au lieu de profiter comme beaucoup d'une retraite, comme on dit, bien méritée, eh bien il commence à témoigner. Il commence véritablement à témoigner dans les années 80 et puis totalement à partir des années 90. Et cette photo, c'est un peu l'image qu'on gardera de lui, assis à une table dans un établissement, avec ses notes et puis sa bouteille d'eau. Et il parcourt comme ça tous les collèges, tous les lycées du Finistère. À chaque fois qu'il est sollicité, il répond présent. Il considère que c'est son engagement à lui et que c'est la poursuite de son engagement. Alors il ne le fait pas tout seul, ça serait injuste d'oublier de citer tous ceux qui étaient avec lui. Là j'en ai mis quelques-uns. François Moille. François Moille, condamné à mort à 19 ans parce qu'il était secrétaire de mairie et qu'il avait donné des faux papiers, enfin fait des papiers, condamné à mort. Et comme il était tellement jeune, les Allemands ont dit on va pas. Il y a eu une loi allemande, ce qu'on a appelé nuit et brouillard, et on va pas l'exécuter, mais il va mourir par le travail. Donc il va mourir en quelques mois, au lieu que ça soit immédiat. Et il a réussi à s'en sortir, François Moille, et il a témoigné pendant très nombreuses années, aux côtés d'Alain Bedivit. Alexis Le Gall, que vous voyez sur le bateau Ars Zénith, c'est le bateau qui a rejoint
l'Angleterre, hein, un des bateaux qui a rejoint l'Angleterre. Alexis Le Gall, lui, il a fait toute la guerre dans la France libre. Il était jeune garçon, il était en terminale, en classe de terminale en 40, au moment de l'invasion. Il est parti sur un bateau de pêche avec des camarades en Angleterre. Et de là, il a fait toute la guerre. Alors, campagne d'Afrique noire, ce qu'on appelait l'Afrique noire, c'était l'Afrique au-dessous du Sahara. Hein. Campagne d'Afrique, campagne d'Égypte, campagne de Palestine, ensuite campagne de Tunisie, campagne de Libye, campagne d'Italie, campagne de France, enfin 5 ans de guerre. 5 ans de guerre, et donc à chaque fois ils témoignaient tous les trois. Hein, François Moelle représentait la déportation, Alexis Le Gall représentait la France libre, et puis Alain Bodivitte, eh ben, c'était la résistance intérieure. Hein, puis malheureusement, ces deux compagnons sont décédés un peu avant lui. Alors vous avez aussi, je vous ai mis la photo, là, le monsieur qui porte des fleurs, là, c'est Maurice Liébaud de Douarnenez, qui est mort il y a très peu de temps. Maurice Liébaud, alors lui, c'est un parcours incroyable. Maurice Liébaud était, il est parti faire son service militaire en Indochine, parce qu'à l'époque l'Indochine était française, et comme il était musicien, il était joueur de saxo, il a été incorporé à l'état-major dans la musique de l'admiral. L'admiral avait le droit à sa musique de représentation, et donc il a fait son service militaire comme ça, et puis de là, il avait entendu parler qu'il y avait des concours pour être dans la police. Et donc, il a passé le concours. Il a été reçu au concours à Phnom Penh, au Cambodge. Et de fil en aiguille, il est devenu inspecteur de police. Et il a été arrêté par les Japonais, puisqu'en fait, les Japonais ont occupé l'Indochine, hein, puisqu'ils étaient alliés des Allemands. Il a été arrêté par les Japonais le matin de son mariage. Envoyé en camp japonais. Alors, les camps japonais, c'est triste à dire, mais c'était encore plus terrible que les camps allemands. Il nous racontait ce qu'il avait connu. C'était vraiment terrible, avec des supplices qu'on ne peut à peine imaginer. Hein. Il est libéré, donc il résiste, parce que la plupart des gens mouraient dans les camps. Il est libéré, il revient à Phnom Penh s'occuper de la police. Il se marie, au retour quand même. Et au retour, il est remarqué par le roi du Cambodge, Sihanouk, parce que Sihanouk adorait la musique française. On lui propose d'aller jouer au palais, et il finit par quitter la police et devenir maître de musique au palais royal. Vous imaginez les parcours? Et la retraite venue, ben, il repart à Douarnenez, sa ville natale. Et quand on allait chez lui, on retrouvait tout ça sur des panneaux, sur des photos, sur de magnifiques sièges, des tableaux, enfin tout ce qu'il avait pu ramener de là-bas. Et il continuait de recevoir des lettres jusqu'à la mort de Sihanouk. Sihanouk lui écrivait 2-3 fois par an, même plus. Et Sihanouk mettait toujours maître de musique, etc. Ouais, des parcours exceptionnels. J'avais envie de vous le dire, mais il y en a eu d'autres. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'affaire du STO. Pendant très longtemps, l'un des organisateurs du STO, Jean Lecor, a également donc participé au témoignage. Et puis il y en a d'autres. Hein. Alors, Alain Bodivitte, expliqué, mais aussi commémoré. On le retrouve depuis les années 90, c'est pour ça que j'ai mis ces deux photos là. On le retrouvait dans toutes les commémorations. Non pas pour se mettre en valeur ou pour étaler ses décorations, qui étaient imposantes, vous les voyez là, hein, mais pour témoigner aussi de sa présence et du respect pour le souvenir de ses camarades disparus. Alors, un moment très fort que j'ai vécu avec lui, puisque pendant quand même pas mal d'années, on a circulé ensemble, c'est en janvier 2016, c'est le 16 janvier, je crois, mais peu importe. En janvier 2016, il y a une cérémonie au cimetière allemand de l'Esnevin. Et au cours de cette cérémonie, Alain Bodivitte ne peut pas prendre la parole. Il a prévu un texte et il ne peut pas prendre la parole. L'émotion est trop forte. Il me demande de lire son texte. Et
il m'explique après, dans la voiture, quand on revient, que beaucoup de jeunes Allemands sur lesquels il avait tiré au combat de l'Esven et de Crozon, beaucoup de jeunes Allemands étaient enterrés là. Et il ne pouvait plus parler. Parce que son message, c'était plus jamais la guerre. Et là, à l'issue de cette cérémonie, c'est ce que vous voyez là, en compagnie d'un officier allemand, un capitaine de la marine allemande, ils ont planté, vous voyez, ils ont planté un arbre de la paix. Cet arbre de la paix, ça a été son plus beau souvenir. Et quelques mois, oui, avant de décéder, hein, parce qu'il était encore en forme, quelques mois, il est retourné, on est retourné à cet endroit-là, et bien évidemment, il était heureux de voir que son arbre avait grandi. Un symbole très fort. Et là, j'ai voulu donc rappeler son départ, le 13 mai 2023. Vous voyez les parachutistes. Et enfin, chaque fois qu'il intervenait dans nos établissements scolaires, hein, lorsque le moment de la conclusion venait, voilà ce qu'il disait. Hein. La liberté, c'est comme l'air que vous respirez. Quand on n'en a plus, on meurt étouffé. Quand on s'aperçoit qu'elle a disparu, c'est trop tard. C'est votre bien le plus précieux, protégez-le. Voilà, j'ai essayé de présenter devant vous cette vie, et ce qu'était un résistant, comment un jeune de votre âge à l'époque s'est retrouvé, je vais prendre un mot, embarqué dans une aventure terrible, et comment, jusqu'au bout, il a respecté son engagement. Merci.